Je suis donc Mathias Tavel, député insoumis de Loire-Atlantique du côté de Saint-Nazaire et par ailleurs directeur du journal L'Insoumission Hebdo que vous avez l'occasion de découvrir aussi sur ces amphis. On est là pour parler de la grande démission. En tout cas, c'est comme ça que le phénomène est désormais appelé, alors en anglais The Big Quit souvent, c'est-à-dire ce phénomène qui voit un nombre de salariés important décider de quitter leur emploi. Et on va avoir l'occasion ce matin de discuter avec nos invités de l'ampleur de ce phénomène, de ses causes et des leçons qu'on peut en tirer. Pour l'illustrer un petit peu, vous avez sans doute entendu parler il y a quelques semaines, avant même qu'il ne soit salarié, de l'appel lancé par des élèves de l'école AgroParisTech qui appelaient à déserter un certain nombre d'entreprises, de secteurs et de manières de produire. Mais déjà en 2019, vous aviez eu à Centrale Nantes un témoignage lors d'une remise de diplôme d'un élève diplômé, ingénieur, qui dénonçait la perte de sens totale des activités qui étaient proposées à ceux qui, comme lui, sortaient après avoir fait de brillantes études et étaient amenés à jouer dans l'appareil de production un rôle de direction ou en tout cas fortement hiérarchique. D'un point de vue plus macroéconomique, au premier trimestre de cette année 2022, on a eu en France plus de 500 000 démissions et c'est le chiffre le plus important depuis plus de 15 ans, qui montre une réalité statistique au moins d'un phénomène social qui n'était pas observé jusqu'ici. Dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, on atteint des chiffres qui sont sur des millions de personnes. Les phénomènes ne sont peut-être pas exactement les mêmes, pas de la même nature. Évidemment, la taille du pays n'a rien à voir, mais ça dit là aussi quelque chose. Et encore, on parle là des démissions, mais vous avez aussi ce phénomène des ruptures conventionnelles qui viennent aussi alimenter cette dynamique-là. Voilà. Vous avez en parallèle le discours sur la pénurie de main-d'œuvre avec un certain nombre d'employeurs de secteurs qui disent ne pas trouver les salariés disposés à travailler aux conditions qui leur sont proposées. Alors, je vais passer la parole à nos invités, je vais vous les présenter dans un instant. Et simplement quelques questions comme ça pour commencer la réflexion. Est-ce que cette grande démission est une réalité? C'est la première question qu'il faut se poser. Ou est-ce que c'est simplement des démissions un peu plus nombreuses que d'habitude mais qui ne disent pas quelque chose de particulier? Est-ce que c'est une réalité dans tous les secteurs de la société, dans toutes les classes populaires, ou est-ce que c'est surtout une réalité pour ceux qui en ont les moyens, pour le dire rapidement? Pourquoi? D'où ça vient? Qu'est-ce que ça nous dit de ces personnes, de leur rapport au travail, de leur travail, des entreprises dans lesquelles ils exercent? Quel message, quelles leçons on peut en tirer? Et puis, est-ce que c'est une réalité seulement individuelle qui s'additionne, ou est-ce qu'il y a la possibilité d'en faire une réalité collective et de la mettre au service des objectifs qui sont les nôtres, c'est-à-dire le progrès social et le progrès écologique? Ces quelques questions, je ne sais pas si on les aura toutes épuisées dans l'heure et demie qui est devant nous. En tout cas, on a le plaisir d'accueillir 3 invités ce matin aux amphis. D'abord Anne de Rugy, qui est sociologue à l'université Paris-Est Créteil. Depuis plus de 15 ans, elle enseigne sur ces questions de travail notamment. Elle est l'auteur d'une thèse, ou l'autrice, je ne sais pas comment auteur avec un E ou autrice, il y a 2 écoles, d'une thèse sur les bifurcations professionnelles descendantes, ceux qui ont une situation sociale bien établie et qui font le choix de la mettre en cause pour d'autres raisons, pour notamment déserter un certain nombre d'emplois. Et puis plus globalement, elle s'intéresse aux questions de consommation, de décroissance et aux formes de résistance par les modes de vie. Thomas Coutreau, qui est assis à côté d'elle, statisticien, économiste,
responsable d'un département de recherche au ministère du Travail jusqu'à il y a peu de temps, je crois. Militant altermondialiste aussi, vous l'avez sans doute croisé, avec les économistes atterrés, avec la Fondation Copernic ou avec Attac, dont il a été l'un des coprésidents pendant plusieurs années. Et puis, il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, Redonner du sens au travail, va paraître là dans les tout prochains jours aux éditions du Seuil. Et puis Jean-Laurent Casselli, journaliste, essayiste et auteur d'un livre qui s'appelle La révolte des premiers de la classe, métier à la con, quête de sens et reconversion urbaine, et dont je crois il y a une édition actualisée qui est aussi là, qui va bientôt arriver également. Alors d'abord, Thomas Coutreau, est-ce que cette grande démission, du point de vue statistique, c'est une réalité? Et puis d'un point de vue plus global, c'est quoi les causes, c'est quoi les leçons qu'on peut en tirer d'après le regard de l'économiste que vous êtes? Merci Mathias. Merci à la France Insoumise d'avoir invité à ce débat qui me semble tout à fait d'actualité et dont on va essayer de tirer des enseignements politiques. Moi, je voudrais parler, on a beaucoup l'habitude de parler de politique d'emploi, de politique des salaires. Et dans le programme de la gauche, c'est des points centraux, des points essentiels dans tous les partis, à la France Insoumise en particulier. Mais on parle assez peu de politique du travail. Et je voudrais apporter quelques éléments pour montrer comment la situation actuelle du marché du travail, de l'emploi, est profondément liée à une crise du travail, qui appelle des réponses en termes de politique du travail et pas seulement de politique de l'emploi ou des salaires. Alors oui, la grande démission, effectivement, en France, c'est un phénomène inédit parce que, comme tu l'as dit, 3% des salariés qui démissionnent chaque semestre, c'est tout à fait inédit depuis 2007. Mais à ça, il faut ajouter effectivement les ruptures conventionnelles. Et ça, si on ajoute les ruptures conventionnelles, on atteint vraiment des taux qui sont tout à fait inédits dans le fonctionnement du marché du travail en France. Aux États-Unis, tu as parlé de Big Quit ou Great Resignation, bon, les termes varient, mais on est aussi aux alentours de 3%, un flux de 3% de démissions chaque année. Donc les phénomènes sont quantitativement à peu près similaires. Et on a en même temps, en France, un phénomène de difficulté de recrutement pour les entreprises qui est là aussi assez inédit. Alors il n'est pas tellement inédit dans le niveau des difficultés de recrutement. On a à peu près 60 à 70% des entreprises qui se plaignent d'avoir du mal à recruter. C'est déjà arrivé par le passé. Mais ce qui est nouveau, est vraiment nouveau, c'est les raisons pour lesquelles les entreprises ont du mal à recruter. Et là, les travaux de la DARES, plusieurs études, dont une que j'ai menée moi-même, ont montré que de plus en plus, le facteur des conditions de travail est un facteur clé pour expliquer à la fois les difficultés de recrutement et les démissions. Alors je vais entrer un tout petit peu dans le détail sur une des études que j'ai menées, qui a consisté à interroger les patrons en 2019, donc avant la crise sanitaire, et à leur demander d'une part s'ils avaient des difficultés de recrutement, et puis par ailleurs, dans une partie du questionnaire, on leur demandait quelles difficultés rencontraient leurs salariés dans leur travail, au cours de leur travail. Et on a pu montrer que les patrons qui avaient le plus de difficultés de recrutement disaient aussi par ailleurs que leurs salariés avaient des horaires imprévisibles ou atypiques, avaient des expositions à des produits chimiques dangereux, et surtout les facteurs qui ressortaient le plus fortement, étaient soumis au travail dans l'urgence, la pression de l'urgence, et un facteur qui nous a particulièrement surpris, c'est les patrons nous disent les travailleurs se plaignent de ne pas pouvoir faire un travail de qualité. Autrement dit, les employeurs eux-mêmes reconnaissent indirectement, par le biais d'une corrélation statistique, que leurs difficultés de recrutement sont associées à des problèmes de conditions de travail et en particulier des problèmes de qualité du travail. Alors ça fait écho à toute une série de discussions qu'on a pu voir dans la presse. Les plus connus, c'est sur les infirmières, les démissions des infirmières, des aides-soignantes ou des médecins hospitaliers qui partent parce qu'ils ne peuvent plus faire un travail
correct, mais les enseignants aussi ont une augmentation importante du flux d'émissions des enseignants avec les mêmes motivations. Et donc, déjà avant la crise sanitaire, hein, je répète, c'est des données qui datent d'avant la crise sanitaire, ce phénomène de conditions de travail devenues insupportables. Ce n'est pas que les conditions de travail se soient tellement dégradées, hein. Elles sont restées à peu près stables depuis une quinzaine d'années. C'est qu'elles sont devenues insupportables. Et la crise sanitaire, évidemment, n'a fait que renforcer ces tendances, puisque pendant la crise sanitaire, vous savez que le flux ordinaire du travail et de la vie s'est interrompu à plusieurs reprises avec les confinements, et beaucoup de gens ont eu du temps ou des opportunités pour discuter avec leurs collègues, avec leur famille, sur est-ce qu'on fait, c'est vraiment utile, est-ce que mon métier est vraiment essentiel, est-ce que ça vaut la peine de subir tout ce que je subis pour faire ce que je fais. Et on a eu vraiment une prise de conscience, y compris les employeurs, les patrons le reconnaissent, d'un certain nombre de choses qui sont devenues aujourd'hui beaucoup plus difficiles à tolérer. Pourquoi est-ce qu'il m'est devenu impossible de faire un travail de qualité ? Pourquoi est-ce que je dois subir des changements organisationnels permanents sur lesquels je n'ai pas été consulté ? Pourquoi on me fixe des objectifs qui sont inatteignables ou qui ne reflètent pas du tout ce que serait un travail de qualité de mon point de vue ? Voilà. Et de plus en plus, pourquoi est-ce que mon travail ne contribue pas à protéger l'environnement, voire même, dans un nombre important de cas, contribue à le dégrader ? Ces questions, des millions de salariés maintenant se les posent et ça pèse dans leur décision de rester ou non dans un emploi, de chercher ou non un autre emploi. Alors là encore, les études montrent que ces questions, ce n'est pas des questions réservées aux plus diplômés. Ce n'est pas seulement les ingénieurs d'AgroParisTech ou les polytechniciens ou les centraliens qui se posent ces questions. À tous les niveaux de la hiérarchie sociale, on a pu constater dans nos études que le manque de sens du travail, et en particulier la difficulté à faire un travail de qualité, est un facteur déclencheur des démissions. Et à tous les niveaux de la hiérarchie sociale. Et il suffit de voir ce que je disais tout à l'heure sur les aides-soignantes ou les auxiliaires de vie ou les personnels de nettoyage, les chauffeurs routiers. Dans toute une série de métiers peu qualifiés, on assiste au même phénomène des démissions, des départs dans l'hôtellerie-restauration liés à un manque de qualité du travail ou à des conditions horaires trop difficiles. Le problème des salaires, évidemment, joue. Il ne s'agit pas de dire que la question des salaires n'a aucune importance. C'est une question évidemment essentielle. Mais on a pu observer que ça ne suffisait pas. Enfin, les augmentations de salaire, par exemple, dans le Grenelle, le Ségur de la santé, n'ont pas du tout enrayé le flot de démissions. Autrement dit, il y a un véritable problème de travail. Et si le patronat et le gouvernement veulent à nouveau réformer l'assurance chômage pour obliger les travailleurs à accepter n'importe quel emploi, c'est précisément parce qu'ils ne veulent pas s'attaquer à la question des conditions de travail, à la question de l'organisation du travail. Ils veulent forcer les salariés à accepter le travail tel qu'il est aujourd'hui. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est la deuxième partie de mon intervention, c'est qu'est-ce qu'on peut faire politiquement avec ça ? Comment est-ce qu'on peut construire une politique du travail à partir de ces constats ? Et pour ça, il faut revenir un petit peu s'apesantir un petit peu sur la question du travail. Qu'est-ce que c'est que le travail, en fait ? Et la gauche et le mouvement syndical ont souvent eu du mal à traiter les salaires, l'emploi, on sait traiter. Le travail, c'est plus compliqué. Alors, le travail, c'est une souffrance, une exploitation, bien sûr, mais Marx le disait déjà, c'est aussi une manière, une opportunité, une activité dans laquelle on peut se développer, dans lequel l'être humain engage son intelligence, sa sensibilité, transforme le monde et se transforme lui-même ou elle-même par son activité de travail. Et les sciences du travail nous disent qu'il y a trois facteurs importants dans le travail. D'une part, il n'est pas programmable, il n'est pas prévisible, il n'est pas entièrement prescriptible. Il y a toujours de l'invention dans ce que fait un travailleur. Il y a toujours de la créativité, il y a toujours de la liberté. Ça, c'est ce que nous montre l'ergonomie en particulier. C'est ce que certains, Christophe Dejour, après Marx, appelle le travail vivant. Le travail vivant, c'est ce qui, justement,
est de proprement humain dans le travail, ce qui n'est pas réductible aux consignes et à la prescription patronale. La deuxième chose, c'est que si le salarié ou le travailleur n'arrive pas à développer son travail vivant, n'arrive pas à développer sa créativité, son inventivité dans son travail, n'arrive pas à apporter les solutions aux imprévus qui se présentent sans cesse, ça porte atteinte gravement à sa santé. Donc, par contre, si il sort vainqueur de la confrontation avec les difficultés du travail, avec ce qu'on appelle la résistance du réel, si le salarié ou la salariée arrive à faire un bon travail selon ces critères, là c'est puissamment constructeur de santé et de santé psychique en particulier. Donc derrière la question du travail, en particulier du travail bien fait, il y a des enjeux de santé publique qui sont absolument majeurs. Et ça, toute une série d'études maintenant l'ont solidement établi. Et dernier point qui est politiquement le plus délicat, c'est que cette histoire du travail vivant, de la créativité, de l'inventivité des salariés, d'un certain point de vue, ça leur donne du pouvoir, puisque ça, le patron, il ne peut pas commander ça. Donc c'est une zone de pouvoir que possèdent tous les travailleurs, individuellement et collectivement, dans leur activité. Mais le hic, c'est que ce travail vivant, cette créativité, cette inventivité, le plus souvent, elle n'est pas consciente, elle n'est pas exercée consciemment, les travailleurs ne s'en rendent pas compte. Elle est cachée, elle est occultée, et la plupart des salariés sont capables de dire les obstacles qu'ils rencontrent dans leur travail, ils sont capables de dire les consignes et les objectifs qui leur sont fixés, mais c'est beaucoup plus difficile de prendre conscience et de parler, de discuter, de mettre en évidence ce qu'on met de soi-même, d'inventivité et de créativité, d'intelligence individuelle et collective dans son travail. Alors pour des tas de raisons sur lesquelles je ne vais pas avoir le temps de développer, mais le pouvoir que les salariés détiennent sur leur travail et donc sur leur vie, il est enfoui. Et pour le faire émerger, pour en faire une force politique, il faut une démarche consciente, une démarche de formation, une démarche d'enquête. Alors un certain nombre de syndicats, et notamment la CGT, aussi la Solidaire et la FSU, un certain nombre de syndicalistes dans ces syndicats ont développé des démarches d'enquête. La CGT appelle ça la démarche revendicative à partir du travail. C'est difficile, c'est compliqué. La direction de la CGT a un peu tergiversé et ne porte plus autant cette démarche que par le passé, mais il y a là un enjeu véritablement central, me semble-t-il, si on veut renouveler la vitalité du mouvement syndical et plus largement la vitalité créatrice du mouvement politique, des mouvements politiques de gauche. Alors du point de vue syndical, donc, il y a toute une série d'expériences qui visent à valoriser ce travail vivant pour en faire une force collective et qui ont donné un certain nombre de résultats sur lesquels, dans le petit bouquin qui sort là bientôt, avec ma co-autrice Coralie Pérez, on revient, on fait quelques éléments de bilan. Et je voudrais conclure sur ce que ça veut dire, alors du point de vue politique, puisque là nous sommes dans une université d'été politique. Je pense qu'il faut réfléchir à des revendications, à des avancées sociales, à des nouveaux droits des travailleurs qui leur permettent d'exercer, de commencer à prendre conscience et à exercer ce pouvoir qu'ils ont, sans le savoir, dans leur travail. Et pour ça, une des propositions qu'on met en avant, avec les collègues qui sont regroupés dans une association qu'on a créée il y a quelques mois qui s'appelle les Ateliers Travail et Démocratie, avec des syndicalistes, des chercheurs, des intervenants en santé-travail. Une des revendications qu'on met en avant, c'est la réduction du temps de travail subordonné. Alors très rapidement, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est, si on a une politique de réduction du temps de travail, mettons qu'on passe de 35 à 32 heures, eh bien, réservons au moins 1 heure par semaine, une demi-journée par mois, pour du temps de travail sur le lieu de travail, mais hors du contrôle du patron, donc du temps de travail non subordonné, où les travailleurs, les collectifs de travail vont se réunir, vont faire des réunions préparées avec les délégués de proximité, ce qui suppose d'ailleurs de les rétablir, puisque Macron a supprimé les délégués du personnel et les CHSCT. Donc avec les élus de proximité, les travailleurs, tous les mois, se réuniraient une demi-journée pour débattre sur les difficultés qu'ils rencontrent dans leur travail,
la manière de les surmonter, la manière dont ils les surmontent déjà, malgré la prescription et les limites, malgré le manque de moyens et malgré toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Et donc un espace de délibération sur le travail mensuel, à l'issue duquel les travailleurs et leurs représentants pourraient formuler des propositions très précises de réorganisation, de changement, de transformation du travail, mettre en question l'organisation, mettre en question même les finalités de leur travail. Et le patron, il y aura un nouveau droit aussi qui serait octroyé. Les patrons auraient l'obligation soit de mettre en œuvre les propositions émises par les collectifs, soit de répondre par écrit et de justifier pourquoi ça n'est pas possible de les mettre en œuvre. Et donc ça ouvrirait, nous semble-t-il, tout un champ de discussion, de délibération politique autour de la question du travail bien fait, qui inclut non seulement les questions sociales, les questions de qualité de la prestation pour les clients et les usagers, mais aussi la question écologique. Dans cette discussion, bien entendu, la question des conséquences sur la santé et sur l'environnement du travail ne pourrait évidemment pas être ignorée. Donc voilà, je conclus en disant qu'il me semble que c'est vraiment important pour répondre à cette crise du travail de formuler des propositions qui nous permettent d'avancer sur une véritable politique émancipatrice du travail. Merci Thomas Coutreau. Alors c'est presque une transition toute trouvée avec vous, Anne de Rugy, sur notamment là on est déjà dans les réflexions pour ceux qui restent, mais il y a ceux qui se sont en quelque sorte échappés d'un travail qu'ils considéraient comme ne répondant pas à leurs aspirations, voire étant dangereux pour eux-mêmes, et y compris parfois en quittant un poste de cadre supérieur, de trader ou que ne sais-je, pour aller vers ce que vous avez appelé des reconversions descendantes, au moins dans la rémunération, on va le dire comme ça, puisque après chacun peut aussi juger de l'échelle, et ce sont parfois des reconversions ascendantes, au moins du point de vue moral, philosophique et écologique, n'est-ce pas ? Oui, merci à la France Insoumise de m'avoir invité et de pouvoir discuter de mes sujets de recherche, c'est toujours un plaisir. Effectivement, c'est ce sur quoi j'ai cherché vraiment dans la continuation de ce que vient de dire Thomas. C'est-à-dire que je me suis intéressée aux reconversions, aux bifurcations, c'est le terme qui a été utilisé par les ingénieurs de l'AgroParisTech, les jeunes diplômés qui appelaient à bifurquer, donc à sortir du système dominant, du système économique, à sortir, disons, d'emplois privilégiés, notamment par le salaire. Donc ce qui m'a intéressé, j'étais partie au départ plutôt sur l'étude de la consommation. Ce qui m'a intéressé, c'est comment on peut vouloir baisser sa consommation, et là, en lien avec le travail. Alors, la première question qu'a posée Mathias, je vais commencer par celle-là, parce que c'est celle à laquelle je ne sais pas trop répondre. C'est quelle ampleur ça a. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup... il y a une forte visibilité médiatique de ces cadres. Voilà, tous les journaux, vivre avec 800 € par mois, après avoir été trader, des reconversions écologiques. Donc, il y a une forte visibilité médiatique, ça fait écho, on le voit avec il y a toujours eu des ingénieurs de l'AgroParisTech qui partaient, qui n'étaient pas ingénieurs chez Danone, mais là il y a une forte visibilité. Mais est-ce que cette visibilité, elle correspond à quelque chose statistiquement? Alors c'est vraiment difficile à mesurer, dans le sens où si on prend les changements professionnels, là, on va être sur pas mal de changements professionnels. De mémoire, il me semble que, là je parle sous contrôle de la DARES, c'est 20 à 25% dans les 5 ans. Et c'est plutôt des changements professionnels chez les employés, chez les ouvriers, donc plutôt contraints ou en tout cas qui ne sont pas auto-dénommés reconversion. Et là, les cadres sont les plus stables. C'est les cadres qui restent cadres, donc qui ne changent pas. Après, si on regarde vraiment la dénomination reconversion, donc qui va dire j'ai fait une reconversion, là effectivement c'est plus les cadres et c'est nettement moins. Et maintenant les reconversions avec baisse de revenus, là ça reste quand même minoritaire. C'est-à-dire que HEC est quand même désiré pour ce que ça apporte, c'est-à-dire des hauts salaires et des postes dans les grandes entreprises. Mais il y a un mouvement.
Et c'est ce mouvement qui m'a intéressée pour se demander est-ce que c'est une résistance en fait? Est-ce que c'est une forme de résistance des cadres? Est-ce que c'est ce qu'on peut appeler une résistance interstitielle, c'est-à-dire dans les interstices de la société, quelque chose qui se passe et quelles pourraient être ses conséquences, est-ce que c'est critique quoi, en quelque sorte? Donc voilà la question. Alors après, moi, je me suis plutôt intéressée à des trajectoires. Et ces trajectoires, j'ai pris comme condition d'avoir changé d'emploi, de profession ou de statut, par exemple être passé de salarié à indépendant, et avoir baissé son revenu. Alors au départ, j'ai pris une condition assez faible, c'est-à-dire avoir baissé son revenu de 25%, parce que j'avais l'idée qu'ainsi on pouvait inclure des catégories qui ne sont pas très rémunérées et qui peuvent aussi être concernées. De facto, si on prend les cadres qui ont fait des reconversions, on est sur, vu les salaires des cadres dans le privé, que j'ai un peu découvert, on est sur des divisions par 17 pour le trader qui montre sa fiche de paye de prof ensuite, ou par 4, 5, 6, 2, enfin des baisses de salaire vraiment, ou de revenus vraiment très, très importantes. Mais du coup, j'ai regardé les trajectoires, donc ça ne dit pas s'il y en a beaucoup ou pas. Ça reste un peu une question, je pense que c'est à venir dans les statistiques, probablement. Puis la dernière condition aussi que j'ai posée, c'est que ce soit vécu comme choisi. Alors ça ne veut pas dire que ce n'est pas déterminé socialement, mais c'est vécu comme choisi. La personne dit, bah oui, je l'ai voulu, quoi. Donc voilà le cadre. Ensuite, la deuxième question qui se pose, c'est quel type de carrière, c'est quel type de gens. Alors je laisserai peut-être Jean-Laurent en parler davantage, mais c'est clair que le mouvement de Big Quit, enfin Big je sais pas, mais Quit en tout cas, c'est la grande entreprise privée. C'est-à-dire des cadres, des hauts cadres ou des cadres intermédiaires, un peu tout, de la finance, parce que là évidemment avec des hauts salaires, de l'immobilier, et puis aussi des cadres de la fonction publique. Et puis bon, après il y a d'autres professions pour en parler, mais c'est vrai que le mouvement de baisse, c'est plus chez les cadres. Et grosso modo, quitter l'entreprise publique, quitter les entreprises privées, pourquoi? Pour trouver des emplois qui sont soit des emplois en lien avec ce qu'on pourrait appeler la transition écologique, c'est-à-dire alors là tout ce qui est agriculture, élevage, permaculture, ou les produits issus de l'agriculture biologique, ou le jardinage, ou en lien avec la nature, soit des emplois qui sont des emplois plutôt liés aux arts, à l'artisanat d'art, donc qui ont une dimension culturelle ou artistique, soit des emplois liés à ce qu'on pourrait du lien social, des emplois du care. Donc là-dedans, je mets les néo-profs, anciens traders, ou les psychologues, psychothérapeutes, naturopathes, tout ce qui va être dans le soin apporté aux autres. Et puis, il y a aussi tous les emplois du commerce, de la restauration, dont on voit une certaine visibilité dans certains quartiers urbains ou aussi dans certaines zones rurales. Et le schéma général, c'est une insatisfaction par rapport à la réussite. C'est-à-dire une réussite socialement, socialement selon les conventions sociales, avec des hauts salaires, et une déception par rapport à la nature du travail, par rapport aux conditions de travail, par rapport au sens du travail. Donc tout ça, on pourra y revenir, mais ça recoupe, je pense, que ce qu'a dit Thomas et ce que dira Jean-Laurent. Et l'idée, l'antienne qui revient sans arrêt, c'est un emploi qui a du sens. Donc c'est vraiment ça, là, quelque chose qui interpelle, c'est une crise de sens. Alors ça va être souvent sous forme de valeurs plutôt que politiquement, c'est-à-dire je cherche à être aligné avec mes valeurs, je veux sortir d'une dissonance de valeurs. Et la dissonance de valeurs, la contradiction avec ses propres valeurs, c'est soit des valeurs de justice sociale, donc se trouver en fait à construire des logiciels dont on sait qu'ensuite ils vont conduire à des licenciements, soit le fait de voir que c'est l'argent roi, donc c'est pas tellement par exemple le terme de profit qui va revenir, mais plutôt celui d'argent, la non prise en compte de l'humain, donc des thèmes qui sont quand même aussi politisés, ou alors des questions écologiques. Et en général, il y a un déclic, et ce déclic, soit il est familial, par exemple avoir un enfant, faire une rencontre conjugale, ou au contraire se séparer, ou un deuil,
qui fait voir sa vie différemment, ou une rupture professionnelle, changement d'emploi ou quelque chose, des conditions de travail qui sont dégradées, ou le burn-out, donc des questions de santé qui arrivent aussi, un burn-out très fréquent, et donc la sortie de l'entreprise est une issue, soit aussi des ruptures comme les voyages de longue durée qui vont créer un décalage par rapport à un mode de vie quotidien. Donc voilà à peu près le cadre. Alors, la troisième question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que c'est critique? Qu'est-ce que ça... Parce que ça interpelle un peu, qu'est-ce que ça critique finalement? Dans la mesure où c'est pas évident, parce que si vous regardez les sites de reconversion, vous allez voir, c'est être aligné avec ses valeurs, c'est pas toujours un vocabulaire critique ni un vocabulaire politique. Alors je dirais que ça interpelle quand même le système et qu'il y a une forme de critique en pratique par le fait de quitter. Cette critique, je dirais, c'est sur plein de points, mais sur deux choses vraiment très importantes dans le système qu'on pourrait qualifier de capitaliste, osons les mots. La première chose, c'est la question de l'utilité du travail et de sa reconnaissance sociale. C'est une question essentielle, on l'a vu pendant le confinement, où on a vu que des emplois essentiels qui, s'ils étaient supprimés, entraînaient une désorganisation sociale majeure, étaient finalement déconsidérés et les moins rémunérés. Évidemment, on le savait, mais là, il y a eu une visibilité, une interpellation. Et là, c'est en quelque sorte une interpellation dans l'autre sens, qui est de dire, en fait, je gagne plein d'argent, mais qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas en quoi je suis utile, je ne vois pas le produit de mon travail. Et donc, il y a une dissonance entre l'évaluation économique du travail, particulièrement par la rémunération. Dans les modèles économiques, c'est la productivité du travail. Donc, c'est quelque chose c'est comme ça que le travail est reconnu socialement, enfin, qu'on reconnaît son utilité, qu'on sait que quelqu'un d'autre a besoin de notre travail. Et donc, une dissonance entre cette reconnaissance économique et puis la perception subjective qu'on a de l'utilité, avec l'idée que là, ça ne colle pas. La deuxième critique, c'est ce qu'a dit Thomas, donc je vais être rapide, mais c'est sur le sens travail-consommation, c'est-à-dire le fait que le travail est considéré comme un moyen. C'est un moyen pour pouvoir gagner de l'argent et pour consommer. C'est la définition économique du travail. Donc c'est une peine, et là il y a une interrogation sur les fins, en se disant, mais est-ce que le travail ne peut pas être une fin en soi? Est-ce que ce n'est pas une utopie aussi de trouver du travail libre en quelque sorte, d'avoir une forme de finalité dans le travail lui-même, dans ce qu'on fait, et d'y trouver de l'intérêt, de l'épanouissement, etc. Et ça, c'est vraiment, il se trouve que c'est exactement une des définitions que donne Marx de l'aliénation. L'aliénation, c'est quand le travail est devenu un pur moyen, et que la vie matérielle, pas de consommation, mais la vie matérielle est devenue une finalité. Et on le voit d'un côté, c'est quand le travail ne paye pas. Donc là, évidemment, il y a une nécessité de travailler toujours plus pour avoir une vie matérielle qui sort de la nécessité, ou quand le travail paye, mais finalement, à quoi bon? Donc ça, il me semble que c'est une interpellation par les faits, en fait, sur le mode de fonctionnement de notre société. Et ça va aussi, c'est intéressant aussi par rapport à la consommation, parce que là, la consommation devient un moyen, c'est une condition, c'est pas une finalité. Et ça permet de penser consommation et travail en même temps, et non pas juste braquer sur « il va falloir baisser sa consommation », qui évidemment, il va falloir baisser sa consommation sans rien changer autour, qui en a envie, c'est pas très désirable. Dernière question, j'ai encore 2 minutes ou... Bon. Alors, j'ai 3 minutes, c'est parfait. Alors, dernière question, donc voilà, moi je dis c'est peut-être minoritaire, mais il y a quand même quelque chose qui est critique et qu'il faut peut-être récupérer politiquement, dans le bon sens du terme. Et puis la dernière question, c'est est-ce que c'est politisé, quoi? Est-ce que ça va dans le sens d'un mouvement collectif? Est-ce que c'est une lutte collective? Ça n'en prend pas trop l'allure générale. Si on regarde tous les petits bouts, ceux qui bifurquent d'un côté, ceux qui disent qu'ils veulent être alignés avec leurs valeurs de l'autre côté, c'est pas forcément... c'est une politisation qui n'est pas uniforme. Donc je me suis interrogée en me disant, qui est politisé, comment c'est? Alors j'ai posé 3 critères sur qu'est-ce que ça veut dire être politisé, ce qui a priori intéresse des militants.
Je me suis dit, c'est politisé. Si les gens disent que c'est politique, ils disent oui, je suis engagé, je me suis engagé par mon travail, je défends des valeurs, c'est politique. Mais il y en a beaucoup qui vont dire, non, c'est pas moi, non, c'est pas politique, je l'ai fait pour moi. Donc ça, c'est pas changer le monde, le faire pour soi. Ensuite, j'ai posé la question de, est-ce que c'est des gens qui sont dans des trajectoires de participation politique ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont aussi à Notre-Dame-des-Landes ? Est-ce qu'ils ont des combats ? Est-ce qu'ils vont à des manifestations ? Est-ce qu'ils ont d'autres combats collectifs ? Et du coup, les pratiques, là, s'intégreraient dans quelque chose de collectif. Et puis, le troisième critère que j'ai oublié, troisième critère, c'est est-ce qu'on peut les qualifier de politisés ? C'est-à-dire, est-ce que leur discours est politisé ? Par exemple, si on écoute les jeunes de l'agro-paritech, ils disaient contre le capitalisme, donc c'était clivé, contre le productivisme, contre le technicisme. Donc ça, je dirais que c'est un discours qui est assez politisé. Même chose, est-ce qu'il y a des références à des théories ? Est-ce qu'on dit, est-ce qu'on se réclame anticapitaliste, par exemple ? Et là, ce qu'on trouve, c'est qu'il y a un continuum, en fait. Il y a un pôle de très politique que j'appelle les militants existentiels, donc qui vont transformer leur vie dans un cadre collectif, avec l'idée de changer le monde, donc avec l'idée d'aller plus loin collectivement. Et puis autour, à tout un halo. Et puis de l'autre côté, en pôle opposé, c'est plutôt des professionnels engagés, c'est-à-dire qui vont défendre des valeurs dans leur travail, mais qui vont euphémiser la critique du système, par exemple, qui vont dire, il y en a qui disaient, on ne peut pas ne pas être un peu critique. Bon, c'est sur une euphémisation de la critique. Et donc là, il me semble qu'il y a un défi politique qui est de fédérer tout ce halo, y compris ceux qui ne sont pas forcément très politisés, s'ils contestent les valeurs centrales. Donc voilà un peu la manière dont ça fait réfléchir aussi, il me semble, politiquement. Merci. Merci Anne. Alors, troisième, même question, j'allais dire, à Jean-Laurent Casselli, et puis qui a lui, le point de départ de son travail, c'était ces gens qui quittaient un bullshit job, comme l'a dit, écrit Graeber, un sociologue américain qui est décédé d'ailleurs bien trop jeune et bien trop tôt. En gros, un métier à la con. C'est vraiment ça le déclencheur, et puis c'est quelque chose qui va bien au-delà de seulement quelques catégories sociales et qu'on peut généraliser. Alors effectivement, le point de départ de mon interrogation et de ce qui avait donné ce livre qui s'appelle La révolte des premiers de la classe, qui a été publié en 2017 et qu'on réédite là à la rentrée, c'était une réflexion effectivement sur le sens du travail auprès d'une catégorie sociale assez particulière, assez restreinte, qui était celle dans laquelle j'évoluais à l'époque où j'étais journaliste à slate.fr. Qui était celui, je dirais, du monde des bureaux, des open space, des emplois de cadres dans les grandes entreprises, des emplois de conseil, puisque, comme vous le savez sans doute, aujourd'hui, quand vous êtes un jeune brillant élève et étudiant, eh bien, après une filière générale, vous faites votre classe prépa, après quoi vous intégrez une école d'ingé, de commerce ou Sciences Po, et puis vous finissez assez rapidement dans le conseil quand vous ne savez pas trop quoi faire, ou en stage, et puis en salarié junior dans une direction d'un grand groupe du CAC 40. Cette situation de cadre supérieur qui était pour la génération des baby-boomers un statut tout à fait valorisant et presque non pas exceptionnel sur le plan statistique, parce qu'il y a une forte progression des cadres dans ces années 70, mais ce statut en fait c'est quelque peu banalisé suite à la massification scolaire universitaire qui touche, en fait, c'est ça qui est intéressant dans le système français, c'est que la massification touche toutes les strates, c'est-à-dire les 80% au bac, les je ne sais pas combien de pourcents en licence, et aujourd'hui vous avez des chiffres assez hallucinants sur la proportion, qui sont mal connus, sur la proportion de jeunes qui sont diplômés d'un master, d'un bac plus 5, c'est à peu près 22-23% je crois des jeunes cohortes. Vous avez quelque chose comme 80 000 diplômés qui sortent chaque année d'une grande école.
école de commerce ou école d'ingénieur. Vous avez l'équivalent d'une population de la ville de Cannes, uniquement peuplée de jeunes hyper diplômés. Et en fait, face à cette banalisation, cette massification du diplôme, y compris du haut diplôme, et face également, Thomas en a parlé, face aux conditions en fait, de travail qui se sont dégradées à tous les niveaux de la société, de la hiérarchie sociale, y compris dans les bureaux, y compris aux postes plutôt qualifiés. Un certain nombre de jeunes qui sortaient plutôt gagnants, même complètement gagnants de la compétition scolaire, se sont retrouvés un petit peu désemparés une fois en poste, lors de leurs premières expériences professionnelles, avec cette impression de vacuité, de ne pas servir à grand chose, d'être perdu entre les réunions au projet, les cascades d'emails, les stratégies de consultants de l'extérieur qui changent tous les 2 ans, la politique, puisque plus vous montez dans les niveaux hiérarchiques, plus la politique, dans le très mauvais sens du terme, et pas dans le bon, prend de la place dans votre quotidien professionnel. Et si vous voulez, le résultat de tout ça, ça a été un certain malaise en fait, des jeunes cadres et des jeunes diplômés, qui a été assez bien résumé par un article donc, du fameux David Graeber, cet anthropologue américain qui est connu dans le mouvement social pour avoir été un des leaders du mouvement Occupy Wall Street en 2008. David Graeber avait donc publié un petit article dans une revue radicale britannique à l'été 2013. Cet article s'intitulait « À propos du phénomène des métiers à la con », bullshit jobs en anglais. Et en fait, c'était pas vraiment un article universitaire très, très détaillé. C'était plutôt un coup de gueule. En fait, c'était une tribune, une colonne d'opinion dans laquelle Graeber, qui n'était pas vraiment un sociologue, un spécialiste du travail, en fait, témoignait du fait qu'autour de lui, énormément de gens dans les cocktails, dans les soirées, quand il disait « moi je suis anthropologue », tout le monde disait « oh là là, c'est génial, anthropologue, racontez-nous ce que vous faites ». Et quand il proposait aux gens qui lui avaient posé la question de leur rendre l'appareil, de les interroger sur leur travail, les gens leur disaient après 2-3 verres « oh, moi je suis chargé de marketing digital dans l'agroalimentaire, en gros c'est pas très intéressant, j'ai un titre très ronflant, mais où je suis consultant en conduite du changement, en organisation, ça a l'air très bien, je suis bien payé, mais en vrai je fais pas grand chose, je sers pas à grand chose dans la société ». Et donc Graeber en avait plus ou moins théorisé cette idée que les bullshit jobs étaient plutôt des métiers qu'on occupait en haut de la hiérarchie sociale, et qu'il y avait presque une sorte de concurrence inversée, enfin d'envie inversée de ces cadres sup qui voyaient des gens qui avaient des métiers beaucoup plus concrets, par exemple des gens qui étaient des petits commerçants, des vendeurs, des mécaniciens, parce qu'ils leur trouvaient une certaine noblesse dans ces métiers plus concrets, plus en phase avec la matière, plus en phase aussi avec un client direct, dans un face-à-face commercial. Pourquoi ? Parce que un grand nombre de ces jeunes diplômés étaient plutôt enserrés dans ces métiers de la globalisation, qui étaient des métiers qu'on pratique, je l'ai dit, en open space, qui sont des métiers dans lesquels on est face principalement à un petit ordinateur portable avec une connexion Wi-Fi. C'est la population qu'on a découverte pendant le Covid, c'est celle des télétravailleurs, des cadres qui étaient dans leur résidence secondaire ou dans une location Airbnb et qui continuaient leurs réunions en visioconférence sur Zoom, au point que les Américains ont surnommé les villes dans lesquelles les cadres s'étaient réfugiés pendant les confinements les Zoom Towns, les villes Zoom, puisqu'ils s'étaient rendus compte qu'après les week-ends, les cadres restaient le lundi et le mardi, continuaient à consommer dans ces petites villes qui étaient plutôt des lieux de résidence secondaire. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient pris le pli, ils commençaient à organiser une partie de leur semaine en distanciel, comme on dit maintenant dans le monde des entreprises. Donc voilà pour cette notion des bullshit jobs, qui était plutôt une critique du travail qui portait sur la vacuité ou l'inutilité des tâches. Le bullshit job typique, c'est, je vous l'ai dit, je suis dans le digital, je suis dans le conseil, j'ai fait plein d'études, mais en fait je ne sers à rien. Et donc la critique sociale était présente, mais je dirais que la critique écologique, qui aujourd'hui devient majoritaire et qu'on a vu exploser dans la fameuse vidéo des jeunes diplômés d'AgroParisTech, que vous avez probablement toutes et tous vu,
la critique des emplois nuisibles en fait sur le plan de l'écologie était assez absente des bullshit jobs. C'est pour ça que dans la réédition que j'ai écrite là, c'est pendant l'été, j'ai insisté là-dessus sur ce déplacement. Je dirais que le reconverti de magazine typique il y a quelques années, c'était le chargé de communication, le responsable RH ou le consultant qui s'ennuyait et qui ouvrait un bar à fromage. Et puis c'est devenu, alors je caricature à dessein, c'est devenu le jeune ingénieur éco-anxieux qui, après la lecture des rapports du GIEC, se dit oh là là, c'est pas possible, l'agroalimentaire, les énergies non renouvelables, le bâtiment, c'est vraiment des jobs et des secteurs destructeurs pour la planète. Et donc je vais, comme disait Anne, ouvrir un tiers-lieu et faire de la permaculture dans la Drôme à côté de Valence. Alors là, je parle évidemment du récit enchanté et enchanteur que nous, les médias, nous servons en fait quand on parle des reconversions. Mais cette réalité, je trouve qu'elle est intéressante parce qu'elle est statistiquement évidemment très minoritaire. Déjà parce qu'on parle de cadres supérieurs et de diplômés qui, même si j'ai dit que les diplômes s'étaient massifiés, restent quand même une population relativement privilégiée. Et puis, au sein de cette population, ceux qui opèrent ces reconversions radicales sont la minorité dans la minorité. D'ailleurs, au passage, c'est intéressant de voir que depuis quelques années, on ne parle plus de reconversion, on parle de bifurcation, notamment parce que les jeunes diplômés sont touchés de plus en plus tôt par le malaise vis-à-vis du secteur de la grande entreprise privée, au point de bifurquer avant même d'avoir occupé un premier emploi, parce qu'avant le modèle c'était quand même je fais un stage, j'intègre une entreprise, je signe un CDI, je reste quelques années et puis à l'approche de la trentaine je bascule vers une reconversion. Aujourd'hui ils n'attendent même plus ce moment de la reconversion, ils bifurquent directement après leurs études. Voilà pour la question des bullshit jobs. Pour répondre quand même à la question qui est posée, qui est celle de la grande démission, de qui elle concerne et de quelles sont les explications et les interprétations qu'on peut en faire. Moi j'ai découvert le phénomène il y a un an, à l'été 2021, quand la presse économique américaine a commencé à relayer les travaux donc de l'équivalent de la DARES américaine, enfin du bureau statistique qui traite des questions de travail. Et en fait les économistes s'étaient rendus compte que effectivement le nombre de démissionnaires, donc de gens qui étaient en poste, qui quittaient leur emploi était historique et historiquement haut. On a appelé ça donc le Big Quit, la grande démission. Et je voudrais insister sur l'aspect culturel, puisque c'est en partie sur TikTok, le réseau social des moins de 25 ans, on va dire, que le Big Quit s'est manifesté dans les médias, puisque sur ce réseau social, de très nombreux jeunes utilisateurs se filmaient, mettaient en scène leur démission. Alors vous vous rappelez peut-être de la publicité pour le loto Au revoir président, dans laquelle un salarié venait annoncer avec un petit caméscope à moitié ivre à son patron qu'il se barrait sans demander son reste. Il y a eu une sorte de mise en scène de la grande démission chez ces jeunes salariés américains qui expliquaient notamment les problèmes psychologiques qu'ils avaient, la difficulté qu'ils avaient à supporter des managers toxiques. La vacuité aussi des métiers qui étaient les leurs, que ce soit dans les bureaux ou dans les services à la personne. Et en fait, il y a eu une sorte de grande mise en scène de cette grande démission, au point que, puisque sur les réseaux sociaux, une tendance en appelle une autre, après le Big Quit est arrivé le phénomène plus récent du Quiet Quitting, que j'ai découvert hier en faisant des recherches sur le phénomène. Le Quiet Quitting étant une formule qui évoque le fait de ne pas démissionner, mais de se mettre quelque part en retrait de son job, de faire le minimum et de quelque part se consacrer à sa vie, à ses loisirs, à sa famille, à la vie hors travail. C'est une sorte de limitation du rendement, de la productivité par le salarié. Mais en tout cas, pour revenir au Big Quit, moi ce qui m'avait vraiment frappé, c'était une analyse du magazine The Atlantic qui expliquait que derrière cette idée de la grande démission, il y avait le Covid, évidemment, il y avait le fait que, comme Thomas l'a dit, des salariés qui n'en avaient pas l'opportunité ont eu la possibilité de rester chez eux, de vivre selon un autre rythme, d'envisager une autre manière d'aborder leur travail. Et ça a touché particulièrement, selon cet article, les salariés, par exemple, des compagnies aériennes, de la restauration ou encore des parcs d'attractions. Pourquoi ? Parce que toutes ces populations avaient en commun d'être face à la clientèle
et en fait se recevait toute la charge mentale post-Covid et post-confinement de gens qui voulaient à nouveau consommer, à nouveau sortir et profiter de la vie. Et en fait, la charge émotionnelle était telle, il y avait tellement de conflits avec les usagers, avec la clientèle, que beaucoup de ces gens qui étaient quelque part en première ligne, non pas première ligne sanitaire, mais première ligne, je dirais, servicielle, ce qu'on a appelé aussi en France les travailleurs essentiels, les premiers de corvée, tous ces gens-là, en fait, ont assuré leur job pendant la crise, mais quand on en est sorti, ils ont dit en gros stop. Et c'est le cas en France avec les serveurs de restaurants. On sait à quel point il y a eu des difficultés de recrutement dans ce secteur pendant l'été. C'est le cas des aides-soignantes d'EHPAD. On sait à quel point la question des EHPAD est sur le devant de la scène en ce moment en raison des conditions de travail. Et donc vous avez toute une classe de travailleurs qui ne sont pas mes jeunes cadres surdiplômés qui travaillent à la défense, mais qui sont plutôt les travailleurs essentiels, les travailleurs du quotidien, les travailleurs invisibles, qui eux-mêmes se posent la question de leur utilité et cherchent quelque part des voies de sortie. Peut-être que je vais terminer rapidement, j'ai encore quelques minutes, sur l'autre question qui a été posée, qui est celle de la dimension plutôt individualiste ou au contraire collective, voire politique de ces démissions. Moi, j'ai vraiment l'impression que depuis quelques années, en raison ça a été dit, des conditions d'emploi qui sont de plus en plus difficiles, et ce à tous les niveaux de la hiérarchie sociale, on assiste plutôt à une sorte de sauve-qui-peut généralisé. C'est-à-dire que tous ceux qui peuvent financièrement, culturellement, parce qu'ils ont les ressources cognitives, les diplômes, qu'ils peuvent aussi, grâce aux ruptures conventionnelles qui sont en France un grand pourvoyeur, les allocations chômage sont un grand pourvoyeur d'aide à la reconversion des cadres sup, pour prendre le temps en fait de tester leur projet, que ce soit un projet de petit commerce, que ce soit un boulot lié au bien-être. Moi, la crainte que j'ai, c'est que finalement, dans ce sauf qui peut, tous ceux qui peuvent se le permettre sortent, se débranchent de la matrice, et que tous ceux qui restent coincés dedans, en gros, se débrouillent. Et c'est vrai que ça a été dit, la question que vous pourriez vous poser, c'est pas seulement celle des jeunes agro-paritech qui vont déserter, tant mieux pour eux, pensons peut-être aux 93,7% qui ne vont pas déserter et qui vont plutôt être confrontés à leur management, à des grandes entreprises. Et en fait, je pense que là, il y a un jeu qui va se mettre en place entre quelque part les radicaux et les réformistes. C'est-à-dire que vous avez des gens de l'extérieur qui, assez bruyamment d'ailleurs, et avec le soutien des médias, mettent en scène des reconversions, des démissions très radicales, très spectaculaires, qui ont leur rôle, qui ont leur fonction quelque part parce qu'elles frappent les esprits. Et vous avez à l'intérieur des gens qui vont rester, et ça sera la majorité, je pense, à moyen terme en tout cas. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut aider ces gens-là, et est-ce que le discours radical de l'extérieur va permettre aussi à ce que une forme d'amélioration ait lieu sur les conditions de travail et la relation qu'ont au travail la majorité de nos concitoyens qui, encore une fois, ne deviendront pas coach, prof de yoga ou microbrasseur. Voilà. Même si moi, c'est les sujets sur lesquels je travaille, mais je me fais un peu ma propre autocritique en amont pour essayer de remettre un peu de contexte et de profondeur dans ce débat. Voilà. Merci Jean-Laurent Casselli. Alors effectivement, avant juste de vous donner la parole, vous dire un peu comment nous, France Insoumise, pourquoi on se pose cette question-là, et puis comment on propose de commencer à y répondre tout en continuant évidemment à y réfléchir. D'abord, il y a 3 grandes questions qui ont été évoquées. Il y a la question de l'emploi, il y a la question du travail, et puis peut-être au moins à l'échelle individuelle de qui décide, et de l'entreprise, ou en tout cas la manière dont le travail, on décide à quoi il sert. Sur l'emploi, et ça répond à la fin de la question, le phénomène le plus massif aujourd'hui, en tout cas celui qui, à l'échelle de l'ensemble du pays et de l'économie du pays, pose des questions, avant même la question de la démission de cadres ou d'autres, c'est les difficultés de recrutement d'un certain nombre de secteurs, et notamment de secteurs qui proposent des emplois peu qualifiés, mal payés, avec des horaires éclatés, atypiques, le soir, la nuit, le week-end, etc. Vous avez eu notamment,
On l'a vu dans la grande distribution, dans l'hôtellerie-restauration, où les employeurs de l'hôtellerie-restauration ont été obligés de proposer une augmentation des salaires de la branche très significative, et malgré ça, ça ne suffit pas. Et vous en avez qui viennent expliquer que bah oui, maintenant quand un jeune ou un moins jeune vient pour postuler à un emploi, bah, il ne veut pas travailler tous les dimanches, ou il ne veut pas travailler tous les soirs de la semaine. Il sait bien que si on travaille dans l'hôtellerie-restauration, bah, on travaille quand les gens mangent. Mais ce n'est pas une raison pour que la vie de famille, la vie sociale, d'autres types d'activités, des études éventuellement, soient complètement explosées et écartées de cette réalité. Donc ça pose d'abord la question des conditions de travail, des salaires, de l'augmentation du SMIC notamment pour ces métiers-là, pas seulement, mais à commencer par le SMIC, de la stabilité des emplois et de la manière dont on peut aussi évoluer ensuite professionnellement dans sa carrière, dont on peut se projeter, et pas seulement le sentiment qu'on prend un boulot pour une journée, pour une semaine, pour un mois, pour une année, mais que de toute façon on sait bien que à la fin de ce contrat-là, on sera revenu dans la même situation que celle où on était au départ, et donc après tout, à quoi bon? C'est ce qui était pointé. Donc évidemment, l'idée aussi que y a une injustice, que les gains de productivité qui ont été faits sont considérables ces dernières années, et qu'en parallèle, ça fait 20 ans maintenant qu'il n'y a pas eu en France, par exemple, de... On m'entend encore? Non? Vous m'entendez? Ça fait plus de 20 ans en France que vous n'avez pas eu de grande réforme de réduction du temps de travail. Et que même c'est tout l'inverse. C'est travailler plus pour gagner plus. C'est la réforme de l'assurance chômage qui a été faite par Macron pour obliger les gens à reprendre n'importe quel boulot. Et ça va encore être pire là, si ils réussissent à faire passer ce qu'ils préparent. C'est la discussion sur l'âge de la retraite, où quand vous vous dites ce sera même pas 60, ce sera même pas 62, ce sera 65, et à 65, comme on n'aura pas tous ces trimestres, ce sera 67, etc. etc. Et à un moment, vous vous dites c'est sans fin. Donc je vais faire autre chose. Ça ne sert à rien d'espérer quelque chose de ce système-là. Ce n'est pas comme ça que même du point de vue de l'emploi ou du point de vue matériel, j'arriverai à obtenir ce que je souhaite. Je balaye assez vite pour vous laisser le temps d'échanger, mais on a toutes ces questions-là qui sont posées. Vous avez aussi le raisonnement qui est perdre sa vie à la gagner, ça suffit. Alors, on a le cadre qui n'a pas droit à la déconnexion, qui part en vacances avec son ordinateur, etc. Mais combien de situations qui ont été évoquées aussi sur l'exposition aux matières et aux produits dangereux ou toxiques, ou en tout cas quand le travail devient un danger pour sa propre santé. Vous avez l'épidémie de burn-out, dont la reconnaissance comme une maladie professionnelle qui a été proposée par la France Insoumise et notamment par François Ruffin dans la mandature précédente n'est toujours pas aujourd'hui la loi. Et qui sont des phénomènes majeurs qui, à un moment, effectivement, même à des postes de responsabilité tout à fait courants, viennent frapper des salariés dans l'entreprise privée, dans la fonction publique aussi, beaucoup, et qui posent là la question, d'une manière globale, du travail, de son organisation, enfin de l'emploi, pardon, de ses conditions, et du droit à la santé des salariés dans leur emploi. Après, il y a ce qui touche au travail, à son contenu. Combien de fois, moi, dans la campagne, par exemple, j'ai entendu des infirmiers, des psychologues, des enseignants me dire « je n'ai pas fait ce métier pour ça. Je ne suis pas... Là, je maltraite les élèves, je maltraite les malades, je maltraite les patients, je maltraite les personnes âgées et je ne veux pas faire ça. J'aime mon métier, mais je veux pouvoir le faire correctement. » Et là, on est déjà sur une autre manière d'appréhender aussi qui décide, et je viens juste après, de comment le travail doit être mis en œuvre, quelles sont ses finalités, etc. Sur la question de la finalité, évidemment, la question de l'impact écologique, en tout cas pour toute une série de secteurs, est évidemment une question majeure. Et moi, je viens y compris d'une circonscription du côté de Saint-Nazaire qui a beaucoup d'industries, y compris des industries extrêmement polluantes. Et quand vous discutez avec les salariés d'une raffinerie, d'une usine d'engrais, d'une centrale au charbon, ils ne vous disent pas « youpi, je veux garder ce boulot et continuer à envoyer du CO2 ou je ne sais quoi dans l'atmosphère ». Ils vous disent « nous, on sait qu'on a besoin d'énergie, on sait en produire, on veut garder notre boulot, on ne veut pas demain aller pointer à Pôle emploi.
Mais par contre, on est tout à fait d'accord pour faire autrement et pour faire des choses qui, du point de vue écologique, sont beaucoup plus respectueuses de l'environnement, beaucoup plus utiles à la société que ce qu'on fait là. Par contre, on ne veut pas être la variable d'ajustement d'un système où ceux qui peuvent vont faire autre chose et nous, on reste là avec ou pointer au chômage parce qu'on aura décidé de sortir de ces industries sans aucun dispositif de reconversion, d'accompagnement, etc. Ou alors continuer à faire ce travail-là parce qu'on en aura besoin et être soumis à une sorte de vindicte ou en tout cas de critique médiatique, sociale, parce que ce n'est pas des activités dont la société est très fière. Ça, c'est le contenu et la finalité du travail, qui pose des questions et qu'on pourrait résumer. En gros, déserter de chez McKinsey, mais s'il vous plaît, restez à l'hôpital. Il faut que ça aille mieux, mais n'en partez pas, parce que sinon, on ne va vraiment pas y arriver. Et en même temps, quand c'est sa santé personnelle, sa vie personnelle qui est en cause, évidemment que le choix du salarié, il se respecte totalement. Mais collectivement, ce n'est pas la même question que McKinsey ait du mal à trouver des jeunes consultants ou que l'hôpital public ait du mal à trouver des aides-soignants, des infirmiers ou des médecins. C'est aussi là, politiquement peut-être, la priorité sur les pénuries de recrutement, elle ne se pose pas de la même façon. Puis dernière question qui est liée à tout ça, et après j'arrête là, c'est qui décide ? Qui décide des buts du service public ? Qui décide de la manière dont le service public est dirigé, managé, avec le New Public Management qui maintenant partout est répandu et rend extrêmement douloureux parfois le travail de gens qui pourtant sont dévoués au service public et au service des usagers. Qui décide évidemment dans les entreprises. Il y a la question et la proposition que fait Thomas Coutreau de libérer une partie du temps de travail du lien de subordination. Plus globalement et plus fondamentalement, il y a la question qu'on porte et qu'on pose aussi de qui détient l'entreprise et qui en fixe donc les buts, la finalité, l'organisation, avec tout le discours qu'on porte sur le droit de préemption, la possibilité de développer les sociétés coopératives dans lesquelles le salarié n'est pas seulement un salarié, mais aussi celui qui participe à la direction de l'entreprise et qui donc peut l'orienter dans un sens où après il se sent tout simplement plus heureux et plus épanoui, en tout cas, d'être là où il est. Je m'arrête là pour qu'on puisse échanger, mais je crois que ça balaye aussi les questions sur comment on passe d'une décision individuelle, parfois une fuite, parfois une révolte, parfois une insoumission, à quelque chose qui est beaucoup plus large et qui permet aussi de penser comment on transforme la société, l'économie, et en gros comment des missionnaires de tous les pays, unissez-vous pour qu'il y en ait aussi un résultat politique, positif et social pour l'ensemble de la société. Voilà. On a une vingtaine de minutes devant nous. Ce que je propose, c'est qu'on fasse circuler le micro en essayant d'alterner un homme et une femme à minima, que vous restiez autant que possible bref, pour que derrière nos intervenants et nos invités puissent compléter ou répondre. Bonjour, moi je suis Cathy des Hautes-Pyrénées. Je vous remercie beaucoup pour ces interventions. Je voudrais juste me demander si finalement le phénomène n'est pas aussi encore plus ample que ce qu'on pense, parce que je pense notamment à toutes ces personnes qui ont la vocation au niveau de l'éducation et de la santé, et dans le système de santé notamment actuel à l'hôpital, il y a plein de gens qui sont au bout et qui tiennent parce qu'ils pensent aux autres, par vocation, par sens du dévouement. Et voilà, j'ai une pensée particulière pour tous ces gens-là, parce que eux, ils se sentent même pas capables de démissionner, et souvent c'est le burn-out qui le fait pour eux, quoi. Oui, je voulais insister sur un aspect, mais qui est apparu à travers les différentes interventions, c'est que ce dont on parle recouvre des réalités différentes. Il y a à la fois, me semble-t-il, un mouvement de démission de par la nature inintéressante du travail exercé, les bullshit jobs. Ça, c'est une partie, et notamment particulièrement dans le privé. Et il y a un autre aspect qui est non pas le désintérêt du travail lui-même, mais le caractère insupportable de la façon dont on le fait exercer. Et là, je pense particulièrement au métier du secteur public,
hein, parce que et c'est bien deux choses différentes. Dans un cas, ça peut donner lieu à des reconversions à 180 degrés en termes d'activité, mais très souvent, et notamment dans les services publics, la difficulté, c'est le New Public Management. C'est effectivement le fait qu'on écrase les gens qui sont effectivement chargés de missions qui les intéressent, qu'ils veulent exercer, mais pour lesquels, effectivement, la succession de réformes structurelles tous les 2 ans, la diminution permanente du nombre de postes, fait que ça devient quelque chose d'insupportable. Et voilà. Donc c'est bien deux aspects différents sur lesquels on a à intervenir politiquement, à la fois... Enfin, bon, je ne détaille pas trop. Et juste une petite notation. Professionnellement, j'étais inspecteur du travail. Je vous informe qu'il y a également un phénomène de grande démission à l'inspection du travail. À tel point, parce que les collègues sont tellement pressurés à la fois entre la diminution du nombre de postes, la réforme de structure, tous les 2 ans, les services changent, sans bilan de l'étape précédente, bien entendu, et avec une numérisation et un pilotage par les chiffres. Pourtant, ce sont des missions qui touchent au concret. Eh bien, on arrive aujourd'hui à en faire. On crée des postes de spécialistes du tableau Excel, y compris à l'inspection du travail, et évidemment, ça ne marche pas. Une question pour Thomas Coutreau par rapport à l'heure de travail non subordonnée. Ne serait-ce pas l'obligation de l'employeur en plus, l'heure syndicale qui nous avait été octroyée ou l'heure qui nous avait été donnée par les lois Auroux, dont les salariés ne se sont jamais employés? Donc comment faire pour les intéresser, pour qu'ils participent à ce genre d'heures? Moi, je travaille dans le public. Et en fait, vous savez, dans le public, il y a 3 catégories, A, B, C, qui correspondent plus ou moins à des niveaux de qualification. Et on a beaucoup dégraissé, effectivement, ce que disait le monsieur précédemment, notamment les catégories C, puis les catégories B. Et du coup, tout le boulot se retombe sur les catégories A, et là, effectivement, on voit une perte de sens, un stress énorme sur ces catégories-là. Et c'est le revers de la médaille. Et du coup, le fait de dégraisser des catégories qui étaient moins qualifiées, est-ce que finalement, ça n'a pas un impact sur les niveaux qui sont au-dessus? Bonjour, moi aussi j'ai une question. Vous avez tous évoqué des gens qui quittent leur travail mais pour bifurquer vers une autre activité, et je voulais savoir si la tendance de gens qui quittent leur travail pour ne pas retrouver une autre activité salariée ou une autre activité même lucrative économiquement, c'était quelque chose qui existait réellement ou qui était juste... Enfin, je veux dire, est-ce que ça représente vraiment une statistique importante, des gens qui rentrent dans des logiques de don contre don, qui rentrent dans des logiques extérieures carrément au système même du travail? Merci. Parmi les causes que vous avez évoquées de démission, j'aimerais savoir si les mauvaises relations avec la hiérarchie sont souvent évoquées ou bien si c'est anecdotique. Bonjour, merci à tous les 4 pour vos interventions. Moi, je me demandais, est-ce qu'il faut encourager en fait ces démissions? Je parle parce que moi aussi, je suis consultante dans une boîte de conseil après avoir fait, voilà, je suis de cette démographie-là. Et c'est, moi je vois, j'ai beaucoup de collègues qui y réfléchissent. Est-ce qu'il faut les encourager à aller parfois vers la précarité, en fait, vers des métiers où, comme vous disiez Anne, c'est perdre 25 voire plus de son salaire? Ou est-ce qu'on peut aussi réfléchir à trouver du sens ailleurs que dans le travail, que ce soit dans la création artistique, dans l'engagement associatif ou politique, comme c'est mon cas? Merci.
Bonjour, merci pour vos interventions. Ma question est assez simple. Est-ce que dans ces statistiques de démission, on a une variable générationnelle qui est déterminante, parce qu'on entend souvent dans les discours médiatiques ou même des gens qui démissionnent eux-mêmes ça, et que ce soit en France ou aux États-Unis. Donc voilà, est-ce que vous avez des chiffres à ce sujet? Merci. Bonjour. Ma question sera concernant la situation de cette grande démission. Est-ce que c'est un phénomène qui vient juste d'apparaître ou est-ce l'apparence d'un autre phénomène sous-jacent qui est plus ancien? C'est depuis que l'Organisation mondiale du commerce était mise en place, l'individu était devenu un élément d'une équation particulièrement économique et pas existentielle. Bonjour, donc moi je suis conseillère à Pôle emploi et donc je voulais vraiment vous remercier d'abord pour cette intervention et qui me semble vraiment très très pertinente et aussi dire que je suis confrontée presque tous les jours à des situations de personnes qui sont en burn-out. Donc effectivement, je pense qu'il va y avoir à un moment donné une vraie nécessité qui est une reconnaissance de cette maladie en fait professionnelle. Voilà. Et effectivement, il y a énormément de personnes qui ont besoin de se déconnecter de ce système et qui souhaiteraient se diriger vers des métiers plutôt liés au bien-être. On a beaucoup de demandes de formation, par exemple liées à la sophrologie ou des personnes qui souhaiteraient donc vraiment se diriger dans des domaines mais complètement différents. Mais le système ne le permet pas facilement parce que, par exemple, les financements de formation, moi je suis en région PACA, il faut savoir qu'à Pôle emploi en PACA, toutes les formations liées au bien-être sont exclues du financement. Il n'y a pas de financement pour des formations liées au bien-être à Pôle emploi en PACA. C'est exclu. Voilà. Alors, on finit les 2 ou 3 mains qui restent là. Bon, bah d'accord, faites comme vous voulez. J'ai une petite question parce qu'on parle beaucoup de Big Quit, mais il y a un truc que je remarque aussi qui est quand même un changement qui sont une démission plus légère. C'est beaucoup de gens autour de moi qui passent sur des rythmes de job plein temps, de cadre, qui vont chercher des temps partiels, qui passent à des 4/5e, voire des 3/5e, ce qui représente aussi des diminutions salariales qui sont comparables à celles d'une démission, pour s'engager d'autres éléments. Et aussi, il y a un autre élément qui est... Il y a énormément autour de moi de vagues de démission, parce que de managers toxiques qui ont des vagues de démission autour d'eux. Et est-ce que ces éléments-là sont déjà étudiés et est-ce qu'ils font aussi partie de ce même syndrome de big quit, de grand départ? Ou est-ce que ce sera un little quit un peu à part? Bonjour, moi je voulais savoir si en parallèle de ces reconversions, il y avait aussi des vagues de démission, notamment chez les jeunes, pas de reconversion, mais d'une structure vers une autre, typiquement une boîte du 440, vers par exemple certaines entreprises ou certains types de fonctions publiques où les gens gardent leurs compétences, restent dans leur domaine de formation, mais le pratiquent dans un autre type de structure et ça pouvait être une piste à explorer. Il y a encore, je crois, deux ou 3 mains là devant et après il reste quelques mains levées au fond de la salle, entre guillemets. Ouais, alors je suis jeune, j'ai 17 ans, je suis pas encore sur le marché de l'emploi et ça me fait assez peur. Pardon ? Et j'aimerais savoir ce que vous pensez de la perspective de la suppression de l'emploi, notamment par l'économiste Bernard Friot, et de le remplacer par un salaire à vie, ce qui pourrait potentiellement aider plein de gens qui cherchent du sens dans leur activité. Merci. Alors, oui, bonjour. En fait, dans la mesure où en fait, cette grande démission en partie alimente aussi le capitalisme par l'apport accru de personnel qui travaille en intérim,
l'uberisation de l'ensemble des emplois en fait qui a été créé, et évidemment en fait au niveau gouvernemental, mais que les personnels en recherche, en fait les personnes en recherche de liberté finalement alimentent. Dans le soin, on voit beaucoup de gens passer en fait de structures, que ce soit du public ou du privé, à de l'intérim, qui donne une latitude pour la gestion de ses congés, de sa vie de famille, et tout simplement en fait aussi de ses loisirs. En fait, je me demandais comment nous, à gauche, en général, et à la LFI en particulier, on peut répondre à cette grande défection au CDI, parce que c'est le CDI qui est actuellement, en fait, en questionnement, à mon sens. Et comment nous, en fait, on peut répondre à cette grande demande de liberté de gestion de son temps, de liberté de gestion, en fait, finalement, de son âme et de sa vie. Voilà, comment y répondre sans avoir des réponses, en fait, parce qu'on est stigmatisé comme étant, en fait, productiviste, et donc, en fait, on enferme dans un temps travail, en fait, qui est le temps de la vie, le temps de la journée, et ça, c'est extrêmement angoissant. Bon, j'ai des gosses qui ont 20 ans, et sur les réseaux sociaux, en fait, c'est à quoi bon aller bosser bosser toute une vie, c'est quand même quelque chose qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux chez les jeunes. Donc je pense que nous, à gauche, on doit réfléchir à ça et apporter des réponses satisfaisantes. Voilà. Merci. Et donc les quelques mains du fond de la classe. Oui, sur un plan sociétal, on considère toujours le travail comme l'emploi finalement productiviste, mais on ne considère pas du tout la question de la reproduction de la vie humaine. Et du coup, on oublie toujours le travail domestique, majoritairement fait par les femmes, qui font donc toujours pour beaucoup la double journée. Et j'aimerais bien qu'on s'interroge aussi en tant que militant de gauche sur cette question de la place de la reproduction de la vie humaine dans nos sociétés. Allô ? Vous appuyez. Oui, moi je me posais juste une question sur le New Public Management, parce que j'ai découvert un dispositif international où des civils s'emparent de dossiers entre eux pour demander à leur gouvernement plus de transparence. Et ça s'appelle le PGO, enfin ça s'appelle le plan gouvernement ouvert. Et j'en entends jamais parler de ce truc. Alors je suis allée aux réunions du ministère de la transformation publique, mais en tant que civile. Il y avait très très peu de citoyens. Et est-ce que vous avez connaissance de ce PGO et de son application en France? Est-ce que c'est quelque chose qui est accaparé par Emmanuel Macron dans une sphère très limitée, où il dit qu'il informe le citoyen en faisant une réunion où il y a 20 personnes et c'est que des gens des ministères? Voilà. Et comment on peut... est-ce que ça vous parle, ce truc-là, le plan gouvernement ouvert, où par exemple des Italiens vont s'attaquer à une corruption, mais ça touche vraiment aussi à la transformation des services publics, et j'en entends jamais parler. Voilà. Savez-vous quelque chose? Une dernière intervention? Moi, alors, pour faire très court, oui. Est-ce que vous avez étudié les causes historiques un peu de l'existence des... Est-ce que vous avez étudié les clauses historiques de l'existence des bullshit jobs, notamment, pour illustrer ça, Keynes disait en 1930, dans 100 ans, on travaille à 15 heures par semaine. On voit qu'il y a eu le progrès technique, on voit qu'il n'y a pas... pour faire très court, il n'y a pas forcément eu la baisse de temps de travail depuis 20 ans, qui a un peu quasiment à la fois au niveau des capitalistes, une volonté de à tout prix ne pas baisser le temps de travail malgré le progrès technique, et voir une addiction d'une partie de la société au travail. Donc est-ce qu'il y a des études dans ce sens-là? La petite DER pour la route. Depuis quelques semaines, quelques mois aux États-Unis, après le Big Quit, il y a le phénomène boomerang, c'est-à-dire des gens qui finalement étaient partis et reviennent. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé? Et quelle ampleur ça a si vous l'avez observé? Voilà. Merci. Merci beaucoup à toutes et tous pour toutes ces remarques, effectivement, qui sont très, très riches. Alors je pense pouvoir protéger nos invités en disant que même après ce débat, la discussion va se poursuivre. Comme ça,
autant que possible essayer d'apporter les réponses quand il y a eu des questions. Et puis après, évidemment, il y a toute une réflexion sur le travail, l'emploi et le mode d'organisation économique de la société et de l'entreprise qui va bien au-delà de cette table ronde. On remonte dans l'autre sens. D'abord Jean-Laurent, puis Anne, et puis Thomas ensuite pour conclure. Bien sûr, on va faire comme ça, puis je vous en laisserai un peu parce que je vais pas répondre à toutes les questions, je vous rassure. Alors moi, je connais un peu moins la sphère de l'emploi public. Je laisserai les autres intervenants répondre sur ces aspects-là. Peut-être que je vais revenir sur les bullshit jobs, puisque plusieurs d'entre vous en avaient parlé. Je vais partir par la fin pour les questions. Vous avez cité Keynes, en fait, et David Graeber avait cité cette citation de Keynes en introduction de son fameux article sur les bullshit jobs. En gros, alors moi j'adore Graeber et je lui dois beaucoup, mais je trouvais que l'interprétation selon laquelle le capitalisme avait maintenu les gens dans le travail pour pas qu'ils fassent autre chose était un petit peu complotiste. C'est-à-dire j'ai jamais trop adhéré à cette thèse, et d'ailleurs Graeber, même si l'article avait eu un immense succès, avait été très vite taclé par les économistes libéraux qui lui avaient quelque part opposé que d'un point de vue strictement fonctionnel, ce qu'on appelle les bullshit jobs ont en vérité une utilité. À l'intérieur du système productiviste capitaliste, ils ont quelque part leur raison d'être. Donc ça c'est un débat plus philosophique sur le sens du travail, mais je pense que là il y avait peut-être c'est le point de Graeber sur lequel j'étais le moins en phase. Pour ce qu'avait dit monsieur devant sur la question des inspecteurs du travail et de l'emploi public plus généralement, je pense que le malaise au travail dans le privé et le public n'est pas forcément à opposer. La question des tableurs Excel, du management par les chiffres, c'est quelque chose qu'on a vu dans le nouveau management public, bien sûr, mais c'est par définition une philosophie qui vient plutôt du privé, et donc ça a été les agents l'ont peut-être vécu différemment que les salariés du privé, mais c'est des logiques comptables qu'on trouve un petit peu partout et qui rendent mal à l'aise tout le monde, y compris dans le privé où les gens souvent ont à cœur de bien faire leur travail, y compris dans des métiers qu'on imagine nous peut-être totalement abscons. L'envie, Thomas l'a dit en introduction, l'envie de bien faire son travail, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très 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 partagé dans le public et dans le privé et à tous les niveaux de qualification. Concernant le management, c'est revenu plusieurs fois, il y a un énorme problème managérial en France par rapport aux autres pays. C'est dans les causes de démission ou de changement d'emploi, c'est quelque chose qui revient très souvent parce qu'il n'y a pas vraiment de philosophie du management en France. Un manager en France, c'est un petit chef, quoi. Contrairement au monde anglo-saxon qui a ses défauts, mais qui a quand même une qualité sur le plan des relations de travail, c'est que on va dire l'espèce de diplomatie interne fait que le manager est là pour valoriser son équipe et pas pour donner des bons et mauvais points, engueuler les gens et les voir faire régner un climat de peur, ce qui est malheureusement souvent le cas du management à la française. Par ailleurs, vous avez évoqué la question du désinvestissement dans le travail, les gens qui ne démissionnent pas mais qui se mettent un petit peu en retrait, qui font le minimum. C'est ce phénomène, j'en avais parlé, que les Américains ont surnommé le quiet quitting. Je ne démissionne pas mais je me mets un petit peu en pause, en retrait. C'est ce que font la plupart des gens une fois qu'ils sont à l'aise sur leurs compétences. Beaucoup de gens vous disent, moi ça fait 15 ans, 17 ans que je suis dans cette boîte, j'apprends plus rien mais je connais tout par cœur, donc je fais mon boulot en 2 heures le matin et puis après je vais sur internet ou je commande mes billets pour les vacances, et donc en fait ça c'est la réalité aussi du travail. Il y a énormément de gens qui s'accommodent de la situation qu'on leur a donnée et qui sont assez malins et qui savent en tirer le meilleur parti, ce qui répond aussi à la question de la pyramide des âges. C'est-à-dire que le démissionnaire, le bifurqueur, c'est un jeune diplômé par définition, c'est un vingtenaire. Le reconverti, c'est soit un jeune trentenaire, soit un cinquantenaire, parce que souvent la question du sens arrivait en deuxième partie de carrière. Il y a toute la période dans laquelle on a des enfants jeunes en bas âge, qui est plutôt une période de mise entre parenthèses de cette volonté de changement de job radical, parce que on a moins de temps, on a besoin aussi d'une sécurité financière qui fait que c'est moins dans ces âges-là intermédiaires qu'on va trouver les projets de reconversion. Le bien-être, la sophrologie, oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient tout le temps depuis quelques années. Moi, début 2010, j'avais
avait vraiment travaillé sur les reconversions dans les métiers du petit commerce, de la restauration. C'était vraiment le grand retour des métiers de bouche, les CAP cuisine, les CAP pâtisserie. Ça n'a pas disparu, mais c'est vrai que la question du bien-être, du lien, les médecines alternatives, le yoga, etc., c'est quelque chose qui revient tout le temps dans les aspirations des salariés, notamment des grandes entreprises. J'accélère. La question des consultants, oui, et qui ne démissionnent pas tous et qui ne seront pas tous en reconversion, et qui, pour certains, le vivent très bien, qui arrivent à trouver, à aménager encore une fois leur job pour se consacrer à d'autres activités. Je crois que la question qui est posée derrière, c'est le travail comme dimension existentielle. Une génération avant, on acceptait d'aller au turbin parce que on allait quelque part se réaliser dans les loisirs, dans la consommation, dans le hors-travail. Aujourd'hui, le travail lui-même doit être projet existentiel. C'est quelque chose auquel j'adhère, mais parfois, je pense qu'il faut s'en méfier parce que tout le monde n'a pas le luxe d'avoir un métier complètement en alignement avec ses valeurs, et ça fait poser parfois une sorte de pression morale en fait sur toutes celles et tous ceux qui quelque part n'ont pas. Avant il fallait réussir sa carrière, ses études. Maintenant il faut presque réussir sa reconversion, et ça peut parfois faire porter un poids moral un peu excessif sur les gens. Voilà ce que j'avais à dire. Merci pour votre participation. Merci. Alors Anne de Rugy. Merci. Bon, je vais essayer de faire un petit tour global des questions parce qu'il y en avait vraiment beaucoup, et merci pour toute cette entrée dans le débat. D'abord, il y a une première question qui recoupe d'autres, qui est la question de est-ce que il y a la démission, mais il y a aussi ceux qui restent, qui ont envie de rester, qui voient une utilité dans leur travail, mais qui se sentent en contradiction avec leurs valeurs ou en souffrance dans la manière de l'exercer. Alors effectivement, c'est deux choses différentes, mais pour moi, il y a quelque chose de commun qui est précisément la question du sens du travail et la question du fait que le travail ne peut pas être un pur moyen de vivre. C'est pas seulement gagner sa vie, même si c'est évidemment ça, mais c'est aussi des valeurs, une activation de soi. Et donc ça, c'est bien sûr qu'il y a plein de métiers vocationnels et plein de métiers utiles, même s'ils sont peu médiatisés. Là, il y a une crise, je pense, du recrutement des chauffeurs de bus pour aller à l'école. C'est quand même très, très utile. Et ça, c'est vrai que socialement, ça va être moins héroïsé. Mais justement, c'est ça aussi le travail politique, c'est de montrer l'utilité du travail social. Donc, il me semble qu'il y a quelque chose de commun. Ensuite, il y a la question des autres formes, donc sortir du travail. Oui, donc ça existe, bien sûr. Le fait, alors parfois c'est un peu combiné, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont sortir d'un travail salarié pour être dans l'autoproduction et en même temps être ouvrier à mi-temps ou employé à mi-temps, avoir quelque chose qui permet aussi un travail salarié qui permet d'accéder à la monnaie et donc à l'échange. Il y a des expériences d'autonomie complète. Bon, évidemment, c'est plus marginal, mais ça fait partie, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est quand même toujours une interrogation sur la vie, la question de la subsistance, la vie matérielle, comment on veut vivre, et que ces expérimentations, il y a 1000 manières de les mener. Et donc, est-ce qu'il y a des reconversions, par exemple, d'un secteur vers un autre ? Oui, il y en a plein. C'est-à-dire une interrogation sur la mission de l'organisation dans laquelle on travaille. Et peut-être qu'un cadre du secteur privé va aller vers le tiers secteur ou le secteur public. Donc ça existe aussi. Ensuite, oui, sur les causes. La question de la hiérarchie, c'est très très présent. Donc l'idée des chefs toxiques, d'une hiérarchie toxique, il y a les deux côtés. Parfois il y a l'idée d'être sous l'emprise d'une hiérarchie mal fondée ou d'une hiérarchie illégitime ou de chefs toxiques ou de mauvaises relations. Il y a aussi l'idée qu'on n'aime pas diriger. C'est quelque chose qui est là aussi, dans l'idée que vous voyez, des gens qui disent moi je ne supportais pas d'être entre les deux, par exemple d'être contremaître ou d'être un jeune qui a un diplôme technique et qui se trouve contremaître à diriger des personnes plus jeunes que lui. Ça aussi c'est une forme de souffrance, d'illégitimité.
flexibilité. Donc la question de la hiérarchie, elle est vraiment tout à fait centrale dans les conditions de travail. La question du burn-out aussi, hein, donc évidemment, ça, y a un combat politique à mener sur la reconnaissance du burn-out. Et sur la reconnaissance des formes de souffrance au travail, et je dirais pour aller plus loin sur ça rejoint le combat sur les indemnités chômage, voilà l'idée que ces gens qui vont faire des reconversions, oui, c'est quand même c'est un mouvement, c'est pas seulement des cadres, et oui, être protégé, oui, une sécurité, ça va permettre justement de changer ou d'avoir un rapport au travail plus libre. Ensuite, est-ce que c'est à encourager ? Ça, je ne sais pas trop, mais je dirais que c'est pas forcément... Il y a des difficultés parce que reprendre un métier manuel, par exemple, sur quoi on tombe ? Sur les questions physiques, sur voilà, les maux de dos. Donc oui, tout ne se vaut pas en termes de pénibilité du travail. Et évidemment, il y en a qui, du coup, pour répondre à la question des abandons, il y en a, oui, qui, pour ces raisons-là, ou pour des raisons de trop grande précarité, vont bifurquer une deuxième fois. Alors, en général, c'est quand même plutôt des bifurcations qui ne vont pas vers un retour à la finance. C'est un travail à temps partiel ou un autre métier salarié qui sollicite moins au niveau physique. Et derrière ça, il y a la question des conditions aussi, hein. Bien sûr, c'est pas n'importe quelle condition. Et je dirais, pour aller vite, que ces questions du travail, elles sont liées aussi à la question de la consommation et à la question du logement. Le logement, le fait d'avoir un logement stable, qui n'est pas remis en question, par exemple, par une baisse de revenus, c'est essentiel. Et l'accès au logement, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est trop long. Non, mais simplement, oui, pardon. On nous dit que d'autres doivent nous succéder ici. J'ai pas l'heure, donc je m'arrête là sans problème. Merci, désolé. Voilà. Thomas pour le mot de la fin. Oui, sur l'origine des bullshit jobs, je suis d'accord avec ce que disait Jean-Laurent. L'explication de Grébert était un peu courte. C'est vraiment le management par le chiffre. C'est utile, ces boulots de merde, ils sont utiles. C'est des boulots qui, pour l'essentiel, contribuent au reporting. Et le reporting, c'est la manière dont la finance contrôle en permanence que la performance productive correspond à ses attentes. Donc ça, du point de vue du système, c'est pertinent, c'est productif. Et du point de vue des travailleurs, c'est du bullshit. C'est l'organisation qui est pathogène. Alors, ce n'est pas les chefs qui sont toxiques, sauf exception. C'est l'organisation qui est toxique. Et donc, si on veut... Alors je prendrai l'exemple des ouvriers de Buitoni. Là. Récemment, il y a eu un scandale alimentaire des intoxications aux lasagnes. La section CGT de Buitoni, le délégué syndical expliquait que pour les ouvriers, c'était une vraie souffrance de savoir qu'ils ne pouvaient pas faire un travail de qualité et qu'ils empoisonnaient les clients. Et ils ont monté une revendication et une lutte autour de cette question. On veut pouvoir travailler correctement, on veut pouvoir nettoyer nos machines à un rythme normal, alors que le management les obligeait à accélérer le travail, à ne plus nettoyer quotidiennement leurs machines. Donc le développement, le Big Quit, en fait, c'est fondamentalement l'expression d'une aspiration à la liberté. Les gens ne veulent plus être soumis à ce bullshit, à ce management par le chiffre, à ce reporting permanent. Ils veulent un travail qui ait du sens, ils recherchent la liberté. Et il n'y a pas à porter de jugement, me semble-t-il, ni politique ni moral sur les démissionnaires. Ils contribuent à un mouvement de désertion de cette organisation du travail-là. Et je pense qu'en faisant cette désertion, ils nourrissent le rapport de force. Ils renforcent la possibilité de lutter à l'intérieur pour améliorer les choses. Donc il y a une complémentarité entre la désertion, la démission, la recherche d'une alternative individuelle et la possibilité de mener des luttes collectives dans l'entreprise. Ce qui manque aujourd'hui, me semble-t-il, dans notre stratégie, c'est des outils à proposer aux gens qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas quitter les entreprises ou les services publics. Comment transformer le travail? Comment s'attaquer à cette question de l'organisation du travail? Comment nous pourrions offrir une stratégie de résistance et de conquête pour transformer ce travail-là? Et il ne s'agit pas d'une... Alors je réponds très rapidement à cette question sur les générations. En tout cas, dans les études statistiques qu'on peut faire, on ne voit pas de différence. Alors, les démissions, ça concerne évidemment plus les jeunes que les vieux, mais ça, c'est
c'est pas nouveau, hein, c'est un phénomène lié au cycle de vie. Mais par contre, les démissions liées au sens du travail, liées à une perte de sens du travail, ça concerne aussi bien les vieux que les jeunes. Il n'y a pas d'effet générationnel par rapport à ça. Y compris sur la question écologique, c'est pas seulement les jeunes. Dans les enquêtes, c'est pas seulement les jeunes qui se disent concernés. Donc on a besoin d'offrir une politique du travail, ce que j'appelle une politique du travail vivant, à tous ces gens-là qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas ou ne souhaitent pas quitter le travail salarié. Et donc là, alors, le salaire à vie, la garantie de revenus, c'est un élément important du dispositif pour pouvoir sécuriser les trajectoires, mais ça ne suffit pas. Alors encore, il faut vraiment poser la question du travail. Donc je termine sur la question qui m'a été posée sur pourquoi est-ce que une journée ou une demi-journée de réunion par mois pour discuter du travail, pourquoi est-ce que ça marcherait mieux que le droit d'expression des lois Auroux ou que les heures d'information syndicale auxquelles dans les services publics on a encore droit aujourd'hui. Je crois qu'il y a deux conditions qui font que ça pourrait attirer du monde et ça pourrait avoir un effet. La première condition, c'est que c'est des réunions pas top-down, c'est pas l'information syndicale, c'est pas les syndicalistes qui vont informer les gens qui vont informer les travailleurs sur les décisions ou les mots d'ordre syndicaux, c'est pour discuter du travail réel, du travail concret, pour discuter des problèmes concrets et des solutions concrètes à apporter au travail des gens. Et ça, vraiment, ça intéresse les gens. Et la deuxième chose, c'est pourquoi faire pour déboucher sur des décisions concrètes, pour transformer réellement le travail. Donc là, c'est la question des nouveaux droits qui est essentielle. Si c'est juste pour blablater et pour se mettre d'accord entre collègues sur des propositions qui n'ont aucune chance d'être adoptées, ça n'aura aucun intérêt, ça n'attirera pas beaucoup de monde, en tout cas pas durablement. Par contre, s'il y a des nouveaux droits et que véritablement il y a une obligation pour les entreprises, pour les employeurs, de répondre aux demandes qui sont formulées avec une possibilité de recours devant le tribunal d'instance en cas de mise en danger de la santé, parce qu'on sait très souvent le burn-out n'est pas loin quand il y a une désorganisation du travail. Là, je pense qu'on peut vraiment offrir des perspectives de résistance et de nouvelles conquêtes crédibles. Merci beaucoup Anne de Rugy, Thomas Coutreau, dont le livre « Redonner du sens au travail, une aspiration révolutionnaire » écrit avec Coralie Pérez sort tout début septembre, et Jean-Laurent Casselli, donc aussi en septembre, la nouvelle version de La révolte des premiers de la classe. Merci à toutes et à tous. Vous avez là, juste après nous, le mot d'accueil d'Adrien Caténins et Caroline Fiat pour ses amphis. Et ensuite, à midi et quart, la fête de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, une initiative d'Antoine Léaumont, parce que nous sommes aujourd'hui le 26 août et que quand on parle de droits nouveaux, il faut aussi savoir célébrer ceux qui ont été conquis il y a longtemps et qui méritent encore d'être mis à l'ordre du jour. Merci à toutes et à tous.